On se retrouve sur Lovelight pour l'ampoule Lovelight. Vous savez, dans l'ampoule Lovelight, on apprend des choses. Aujourd'hui, on va apprendre comment fonctionne un capteur d'un appareil photo numérique. Alors, pour comprendre ça, on a Fabrice, tu nous as amené bien un appareil Sony qui contient un capteur, et puis tu as eu la gentillesse aussi de nous amener un capteur démonté pour qu'on essaye de faire un petit peu, eh bien, j'allais dire, une autopsie de ce système-là pour comprendre un peu comment ça marche. Alors, avant de parler du capteur proprement dit, il faut faire un bref rappel, notamment, par exemple, quand on regarde un écran de télévision, quand on regarde un écran OLED, un LCD, peu importe, l'image colorisée que l'on voit est la constitution de points lumineux, et en l'occurrence de 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Et l'intensité de chacun de ces pixels, de ces points lumineux, va nous permettre d'obtenir une couleur, une colorimétrie. Eh bien, lorsque l'on va capturer une image dans un appareil photo numérique, on va faire un peu la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que l'on va, dans un premier temps, sur une cellule, sur une couche réceptrice de la lumière, qui est ce fameux capteur que l'on voit à l'écran. Quand on regarde l'appareil photo, on voit que derrière la bague où l'on insère l'objectif, on voit cette façade un peu brillante. Eh bien, c'est le capteur numérique. Vous avez un capteur démonté devant cet appareil. Eh bien, ce capteur numérique, ce sont en fait des cellules photosensibles qui vont convertir la luminosité en valeur électrique. Et ces valeurs électriques, c'est une valeur qui va aller de 0 jusqu'à une valeur calculée en bits, puisque c'est numérique, donc c'est des puissances de 2, 2 puissance de 2, donc on a 16 millions, des milliards, etc., en fonction du nombre de bits, 8 bits, 10 bits, 12 bits, 14 bits. Et ces valeurs-là vont ensuite être stockées dans une mémoire vive, une RAM, pour pouvoir ensuite être stockées sur l'ensemble, pour constituer en fait l'ensemble de la photo. Mais par contre, il y a une particularité, c'est que la lumière qui arrive, il faut déterminer sa couleur. Et donc, pour déterminer cette couleur, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des filtres de couleur devant ces cellules. Ces cellules, on appelle ça des photosites. Ces cellules capturent la lumière, et si on met un filtre rouge, eh bien, ils vont donner une valeur qui correspond à l'intensité, à la longueur d'onde qui correspond au rouge, pour ensuite faire la même opération avec le photosite d'à côté, qui lui va peut-être être en bleu, et puis encore un autre à côté qui va être en vert, et puis encore un quatrième qui lui aussi va filtrer du vert, et là on est dans ce qu'on appelle la matrice de Bayer, qui s'affiche à l'écran, puisque c'est la manière de pouvoir justement reconstituer un pixel en couleur colorisé par rapport à ce système. Alors, on est ensemble pour un petit peu parler un petit peu de toutes ces améliorations qui ont eu lieu avec les capteurs. On parle aujourd'hui de la matrice de Bayer, parce que c'est vrai que cette matrice, elle a une particularité, c'est le moyen le plus simple qu'on ait trouvé, puisque fait, finalement, il suffit de filtrer les couleurs, et puis ensuite, on va les reconstituer. Fabrice, qu'est-ce que... On est un petit peu sur cette base-là. On en parlait tout à l'heure avec ce problème de dématricer, en fait. Oui, sur les capteurs aujourd'hui, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est la construction de la majorité des capteurs du marché, c'est-à-dire une grille rectangulaire qui constitue ça avec 2 pixels verts, un rouge, un bleu. Et on va reconstituer... J'ai une petite question. Oui. Pourquoi 2 verts et les autres, un seul rouge, un seul bleu? Alors, bon, c'est principalement dû à... Bon, en fait, on cherche à imiter la construction de nos yeux. Donc, voilà, et on a une sensibilité spectrale sur la partie visible de la lumière, donc, voilà, qui est principalement centrée sur le vert. Et donc, on a une perception de la luminosité, de la luminance qui est principalement sur le vert. Donc, à choisir, en fait, on a toujours plus de vert. Le vert à cause de la verdure, parce qu'à l'époque, quand ça a commencé, l'humain était un chasseur, et en fait, il fallait être capable de déceler les nuances qu'il y avait dans la végétation pour pouvoir avoir une certaine sensibilité. Et on retrouve cette sensibilité-là. Et vu qu'on a réussi à se rendre compte qu'avec du rouge, du vert et du bleu, on arrive à tout refaire au niveau de l'œil humain,
du spectre, comme tu dis, donc les couleurs de l'arc-en-ciel finalement, eh bien, on est reparti dans cette même idée et on a doublé les points verts en fait. Voilà, donc on retrouve cette grille, d'accord. Et alors, si on reprend un tout petit peu l'historique d'un film photo argentique, où historiquement on avait une couche sensible au vert, au bleu et au rouge, même des fois des couches supplémentaires. Et donc, en fonction de la longueur d'onde et de la lumière qui tapait le film, on allait avoir forcément, parce qu'il allait être plutôt vert, être pris par la première couche, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que c'est un peu compliqué. Il se trouve que reconstruire un capteur qui ait cette succession de couches est très complexe. Et on n'atteint pas les qualités suffisantes en montée en sensibilité ISO. Donc d'où aujourd'hui la matrice de Bayer qui est présente sur la majorité des capteurs du marché, et notamment chez nous aussi. Donc en fait, on a ces deux verts, un rouge, un bleu. On va prendre une photo. Et donc on aura une photo en vert, une deuxième photo en vert, partielle aussi, une photo en rouge partielle, une photo en bleu partielle. Et donc l'action de dématrissage, c'est l'action de... On va réinventer, recomposer les pixels manquants en vert, les pixels manquants en bleu, en rouge. Et ensuite, on va fabriquer cette image qui a 3 calques, 3 couches entières. Voilà. Donc plus on a de pixels, plus on a de détails à l'intérieur de cette image. Mais par contre, moins on a de sensibilité, a priori sur le principe, puisque pour une même surface, plus le nombre de pixels est important, plus le nombre de photosites est important, et bien du coup la lumière, elle rentre un peu comme des seaux finalement qui se rempliraient d'eau. Là, cette fois-ci, ils se remplissent de lumière, et plus il y a de seaux, et moins il y aura d'eau dans chaque seau finalement. Et pour la lumière, c'est pareil. Donc c'est intéressant, pour ça qu'on a une meilleure qualité ISO, par exemple, sur des capteurs qui ont moins de pixels. C'est une des explications, en tout cas. Une des explications, c'est sur la partie matérielle, par exemple, chez Sony, c'est la série des Alpha 7S, où on aura un capteur plein format, donc de la même taille, mais avec que 12 millions. Donc pas 12 millions, ils sont moins denses, donc plus gros. 24-33, on sera un peu plus serré, mais on aura plus de définition et une montée en ISO bonne, mais un peu moins que celle à 12. Et quand on est à 45, quand on est à 60 millions de pixels, pour le coup, on a énormément de définition, mais on paye le prix avec des photos. Alors si j'essaie de comprendre, parce que souvent, quand on compare les appareils photo, on dit « Ah, moi j'ai un 20 millions de pixels, ah mais moi j'ai un 40 et moi j'ai un 100 ». Alors en fait, est-ce que ça a vraiment un sens en termes de qualité d'image ou pas? On pourrait avoir Bertrand qui répond à cette question. L'éternel débat. Alors je dirais que la course aux pixels, quand on va faire quand on travaille sur Internet, n'est pas forcément justifiée. Moi j'aime beaucoup avoir beaucoup de pixels, moi je serais qu'un boîtier qui en a 50 millions. 50 millions me permet à la fois notamment de recadrer. Comme je travaille beaucoup avec des grands angles, malgré d'avoir un grand angle, je peux cadrer des fois, zoomer en 2 fois, et avoir, par exemple, si j'ai un 12 mm, avoir un qui est en 24 ou un 35, donc on peut déjà recadrer. Ensuite, on peut tirer en très grand format. Avec Fabrice, on avait fait notamment des grands tirages, 1m80 par 1m20. Ah oui. On peut tirer vraiment très large. Donc, vous faites de la tapisserie donc aussi. On peut faire, non, mais on peut imaginer avec 60 millions de pixels ou plus, de faire une photo dont on voit encore précisément le détail sans effet de pixelisation qui fasse 4-5 mètres de large. Mais au-delà simplement des grands tirages, je pense que le fait de pouvoir recadrer une image, c'est un confort incroyable. Et quand on va avoir 12 mégapixels, on peut recadrer, mais ça va quand même être plus compliqué. Alors, pour du web, c'est bon. Limité. Si on travaille que sur Internet, notamment les photoreporters, les agences de presse, on fait un boîtier comme Alpha 9 à 24 mégapixels. Une agence, un photoreporter doit aller vite et il n'a pas besoin d'autant de pixels. Mais quand on aime recadrer, c'est un avantage de pouvoir zoomer, on a plus de détails. Et c'est quand même beau qu'on a des beaux écrans 4K, avoir le détail. Donc, moi, j'aime quand même bien avoir un peu de pixels pour avoir, quitte à pouvoir moins monter en ISO, il y aura un peu plus de bruit, mais pas beaucoup plus. On peut le travailler, des outils, notamment avec Lightroom, on peut travailler quand même un peu le bruit. Donc, je suis quand même plutôt du parti de... Alors après, on a quand même, tu parles du bruit, je fais juste une parenthèse, notamment sur le travail absolument fantastique de Photolab, de chez DxO, qui a une intelligence artificielle au niveau du calcul des ISO, ils appellent ça le mode prime, qui est absolument exceptionnel. C'est juste
un coup de cœur personnel, il n'y a pas de placement produit, mais c'est vrai que le nombre de pixels, bien sûr, dépendra de cette sensibilité ISO. Une chose aussi, on parlait des fichiers, enfin de la taille physique, derrière, ça découle sur la taille des fichiers, et notamment les fichiers RAW, ces fameux fichiers RAW, qui sont ni plus ni moins, alors avec beaucoup d'informations, mais d'abord la cartographie très précise de chaque photosite, et donc de l'intensité lumineuse convertie en numérique, par rapport justement au format dont on parlait tout à l'heure. Donc on a une première couche dans le fichier RAW, c'est la matrice purement et simplement du capteur qui est reproduit avec des valeurs numériques. Et puis ensuite, on a, on va dire, toutes les finesses de l'appareil, c'est-à-dire l'intensité lumineuse, le dématrissage, effectivement, enfin en tout cas le paramètre, le facteur qui va faire le seuil, et c'est ce qui explique aussi ces tailles qui diffèrent au niveau des fichiers RAW. Tu nous parlais d'un point assez intéressant la dernière fois, enfin très récemment, sur ces fameux capteurs stack, ces capteurs empilés. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors le capteur empilé, pour moi, c'est la prochaine grande reine. C'est déjà, mais pour moi, c'est de manière d'ici 10-15 ans, quasiment pour moi, tous les produits l'auront. Le capteur empilé, donc on a notamment chez Sonic la gamme Alpha 9 et Alpha 1. C'est un capteur auquel on va venir coller entre guillemets de la RAM, un peu comme la RAM de téléphone ou d'ordinateur, qui va rendre le capteur 30 fois plus rapide. En fait, un capteur CMOS, il va écrire la photo ligne par ligne de haut en bas. Donc il fait des lignes. Il écrit par ligne la photo. Donc en fait, c'est un capteur traditionnel. Quand l'action se passe, entre le moment où l'appareil commence à écrire la première ligne en haut à gauche et la dernière ligne en bas à droite, il y a eu un temps qui est infime, mais qui, quand on fait notamment la photo de sport, ce temps infime, il compte. Donc un capteur standard, quand on prend des photos de sport, un peu du golf ou du tennis, on aura par exemple la batte de tennis, enfin, le club de golf va être tordu, un vélo qui va être tordu. Et un capteur empilé, comme tout s'écrit 30 fois plus vite, on aura toujours des déformations, elles sont tellement plus faibles, elles sont 30 fois plus faibles. Donc je rappelle qu'il n'y aura plus le problème de rolling shutter, qui est quand même un peu un ennemi du photographe. Le rolling shutter, on n'aime pas, c'est un de notre côté artificiel. Donc plus de rolling shutter. Dans le viseur, on n'aura plus de voile noire. Quand on fait des photos en rafale, on peut faire des photos à 30 images secondes avec l'Alpha 1. On n'a pas de voile dans le viseur, il n'y a pas de ralentissement. Il y a un côté instantané, claquement de doigts, donc tout est plus rapide. Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le capteur n'a plus besoin d'envoyer ses données dans la mémoire de l'appareil photo par ce qu'on appelle un bus. Et le problème, c'est que ce bus, il joue le rôle de bottleneck, de goulot d'étranglement, avec une vitesse de bus qui est ce qu'elle est. Alors qu'effectivement, avec de la mémoire qui est déjà positionnée dans le capteur, on a le temps tout de suite de stocker l'image. Cette image est bufférisée ensuite par la suite. Donc elle est envoyée tranquillement au rythme du bus qu'on connaissait sur les capteurs d'avant. Et c'est le principe, effectivement, du capteur empilé. Tu as parlé d'un point assez intéressant, c'est que dans l'histoire des capteurs, on a commencé avec les capteurs CCD, puis ensuite on est arrivé sur les capteurs CMOS. La notion du capteur CCD, c'était ce qu'on utilisait, et d'ailleurs Sony le sait très bien, était un pionnier là-dedans, puisqu'en fait les premières caméras au départ étaient en capteur CCD. C'était la révolution, c'était une technologie qui valait ce qu'elle valait, parce qu'elle était très bien pour l'époque. Bon, par contre, qui n'était pas très rapide, justement, c'était l'inconvénient. On se rend compte encore, d'ailleurs, sur certains appareils, je parle des moyens formats numériques ou des choses comme ça, où on a encore des vieux capteurs CCD, c'est impossible de faire du live view, par exemple. Tout est saccadé et en plus, les couleurs ne sont pas là. Ensuite, on est passé sur du CMOS, c'est ce qu'on voit sur notre petit capteur qu'on a là aujourd'hui, et puis c'est quasiment le cas. On peut peut-être le montrer à l'écran. On le voit à l'écran. La caméra va zoomer dessus, mais on revoit ce petit capteur qui a été démonté face. On le voit, voilà, il est sur l'écran. Et c'est vrai qu'on arrive vers ces nouvelles technologies. Oui, tu peux peut-être un petit peu le montrer, Fabrice. Voilà. En fait, c'est bon. Après, la taille dépend bien sûr du capteur. Il faut vraiment une matière particulière, j'imagine, pour c'est du ça silicium, fonctionne. c'est-à-dire que oui, on est vraiment sur des cellules photoélectriques. En fait, c'est le principe des petites cellules qui faisaient, par exemple, éteindre la lumière ou allumer la lumière quand on passait devant. Bon, c'est la même chose, mais miniaturisée. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Peut-être vous avez quelque chose à rajouter sur cette partie. Je dirais capteur. que j'ai tout capté. Tu as tout capté, bien joué. Oh, fallait le sentir. Pas mal. Non, c'est intéressant. Je veux juste préciser deux petites choses sur les générations des CMOS. Oui. Puisqu'en fait, c'est un empilement entre la partie photosensible
la partie transistor, la partie électronique de déchargement, et qu'en fait, il y a des évolutions. Avant, en fait, aussi incroyable que ça puisse paraître, la partie électronique était au-dessus, et la partie photosensible était en dessous. Et donc, forcément, ça, c'était les capteurs CMOS première génération, et forcément, ça devait passer un peu au travers des grilles, la partie électronique, avant de toucher la partie photosensible. Donc, on avait des montées en sensibilité ISO qui étaient bonnes, mais on pouvait faire mieux. Donc on a fait les capteurs, ce qu'on appelle BSI, Backlight Sensor Illuminated, ce qu'on traduit de façon faux en disant c'est des capteurs rétroéclairés. Ce n'est pas le cas, mais ce sont des capteurs qui sont plus sensibles. On a fait passer la partie électronique de déchargement en dessous. Il reste qu'aujourd'hui, on a toujours des photosites avec donc la partie photosensible et la partie transistor sur le côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans la partie, donc pour compléter BSI, donc c'est les Exmor R chez nous, et Exmor RS, c'est stack, empilé. Et alors, c'est vraiment, c'est important de comprendre que la mémoire qui est ajoutée, elle est vraiment au cul du capteur. Le rolling shutter, c'est l'obturateur roulant, ligne par ligne. Mais ce n'est pas le déchargement direct dans le bus. C'est vraiment le déchargement, on veut accélérer la lecture des pixels. Voilà. Donc ça se fait vraiment au niveau de la structure même du capteur. Après, c'est envoyé dans le bus. C'est ça. Et quand on accélère ça 30 fois, typiquement, ce qu'on fait à la porte, à la fenêtre du TGV, en vidéo, et on voit que les poteaux qui devraient être comme ça sont comme ça, le rolling shutter, tout se redresse. Et c'est la clé. On aimerait, ce qui existe, une technologie qui existe aujourd'hui, mais qui est trop coûteuse pour mettre dans des boîtiers, ce qu'on appelle le global shutter, c'est-à-dire où l'ensemble de tous les pixels descendent en même temps. Ça, aujourd'hui, ça existe, mais c'est très cher. Donc aujourd'hui, on met de la RAM pour accélérer la lecture des pixels. Et c'est vrai que le but du jeu, c'est de ne plus avoir d'usure mécanique. Donc miroir, on l'a déjà enlevé. Maintenant, c'est l'obturateur mécanique, on veut pouvoir s'en débarrasser. Alors on n'est pas encore à 100%, mais on s'en rapproche quand même dangereusement. Ouais, merci pour ces explications, Fabrice. Je pense que c'est très très clair. On a eu en même temps les animations qui apparaissaient sur l'écran. Voilà. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur les capteurs. En tout cas, c'était le message qu'on voulait vous faire passer. Et merci à tous les trois de pouvoir merci pour toutes vos connaissances.